Oh, vous voilà enfin. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut faire vite ou nous n'y arriverons jamais. Vous ne savez pas qui je suis ? Ladybug, bien sûr. Voyageuse spatio-temporelle, grande réenchanteresse d'imaginaire et, paraît-il, porte-bonheur à mes heures. Mais assez bavardé, nous sommes pressés. Nous devons absolument intervenir, c'est une question de vie ou de mort. Alors suivez-moi vite. Nous sommes sur l'ancien site minier d'Arambert. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu d'études, de recherche, de tournage, de création et de spectacle qu'on appelle Creative Mine. Un bien bel endroit qui renferme aussi bien des secrets. Tendez un peu l'oreille. Vous les entendez ? Ce sont les fantômes qui hantent les lieux. Oh, ne vous inquiétez pas, ils sont parfaitement inoffensifs. Au contraire, ils courent un grand danger, et c'est pour cela que nous devons agir. Votre rôle est simple, mais absolument primordial. Écoutez-moi attentivement et tâchez d'enregistrer tout ce que je vous dirai dans votre mémoire. Si vous m'avez trouvé, vous en êtes capable. Je vais vous montrer. Approchons-nous d'abord de ce chevalement. Je crois que les voix sont particulièrement nombreuses là-bas. Il n'y a pas encore si longtemps, des gens travaillaient dur ici afin d'extraire du charbon. On les appelait les mineurs de fond, ou, plus familièrement, les gueules noires. Leurs souvenirs sont encore là. Oh, vous entendez ? C'est la rouille. Il faut avoir l'oreille pour repérer ces murmures, mais si vous êtes là, c'est que vous avez ce qu'il faut. Là et là. Et puis rassurez-vous, mon vaisseau est à proximité et vous aidera à mieux l'entendre, mais... Chut, une uchronaute ne dévoile pas si facilement tous ses tours. Vous devez savoir que la rouille a une formidable mémoire, mais elle a besoin de nous pour l'écouter et la transmettre. Sans quoi, elle n'est rien d'autre qu'une matière morte. C'est pourquoi nous sommes là. Ouvrez grandes vos esgourdes, car vous allez devenir la voix de la rouille. Autrement dit, les ancêtres de demain. Quant à moi, je vais tâcher de vous guider et d'être son humble interprète. Les 3 chevalements. Il y a en effet 3 chevalements sur le site d'Arambert, tous 3 d'époque et de styles différents. Celui-ci est le plus ancien des 3, même s'il a été amélioré avec le temps et n'a donc plus tout à fait sa forme initiale. C'est un ancien support d'ascenseur. Il permettait aux mineurs de descendre ou de remonter de la mine, mais aussi à remonter le charbon qu'ils en extrayaient. Une sacrée machinerie. Les cages, le bruit des cages. Ah, la rouille parle des cages, car c'est ainsi qu'étaient surnommés les ascenseurs par les mineurs. Il faut dire qu'il s'agissait littéralement de cages. Elles pouvaient atteindre une vitesse faramineuse. Ici, à Arambert, 12 à 13 mètres par seconde. Il fallait donc environ 1 minute pour descendre au fond, comme disaient les mineurs. Fond qui, sur ce site, se situait à 670 mètres de profondeur, soit presque 7 terrains de foot. Oui, je me suis dit que ce genre de référence vous parlerait aux gens de votre réalité. Ainsi, quand est creusé le puits numéro 1 en 1900, et qui est destiné à l'extraction du charbon, le puits numéro 2, lui, est creusé dans le même temps, un peu plus loin pour servir d'aérage. C'est ainsi que les premiers mineurs ont obtenu une des 2 choses absolument indispensables à leur survie dans ce travail très dangereux, l'air. Par ici, suivez-moi. Je me souviens de tous les mineurs qui sont passés par ici. La rouille se souvient des centaines de mineurs qui se sont succédés ici, entre 1899, année de création de la mine d'Arambert, et 1989, année de sa fermeture. 90 ans d'existence et des tas d'histoires ancrées dans sa matière. Les pendus. Décidément, après les fantômes, voici les pendus. Mais ne croyez pas que je vous entraîne dans un film d'horreur. Non, nous voilà en fait dans la salle des pendus, ainsi qu'on la surnomme. C'est ici que les mineurs se changeaient pour aller travailler à la mine, ou après leur journée de travail avant de rentrer chez eux. On la surnomme ainsi parce que les affaires des mineurs étaient suspendues et hissées tout là-haut. Cela leur permettait de sécher, car il faisait très chaud au fond de la mine, mais aussi très humide. Ce système faisait office de casier, mais contrairement à eux, il avait l'avantage de représenter un gain de place non négligeable. En effet, ce qui reste aujourd'hui à Arambert ne représente qu'une toute petite partie de ce que pouvait être une salle des pendus quand la mine était encore exploitée, car les lieux ont été rénovés et réhabilités depuis. Si les pendus pouvaient être pratiques, ils avaient quand même un désavantage. Si un mineur remontant de la mine avait son pendu à côté d'un mineur descendant dans la mine, il pouvait arriver que les vêtements propres côtoient les vêtements sales. La mine ne dort jamais. C'est ce qu'il faut bien comprendre. La mine tournait nuit et jour, sans interruption. Les mineurs faisaient les postes, c'est-à-dire qu'ils se relayaient afin d'extraire du charbon sans discontinuer. Par exemple, les mineurs mangeaient ici, en apportant leur repas, surnommé briquet, jusque dans les tunnels de la mine.
Mais ils pouvaient aussi se laver avant de rentrer chez eux, ici, dans ces douches communes. Et même dans la ville, autour de la mine, tout était pensé pour optimiser le travail. Imaginez, une immense machinerie dont ils auraient été les rouages. Enlever un rouage et la machine ne fonctionne plus correctement. Tout était donc pensé pour que la mine continue à tourner aussi efficacement que possible. L'objectif était évidemment le rendement. C'était une chasse au trésor. Ah, Larouille fait ici référence à un récit de Charles Delin, qui, dans La Marmite du Diable, faisait dire à l'un de ses personnages que le charbon était un trésor, plus précieux que l'or et les diamants, des pierres qui brûlent et qui feront qu'un jour les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile et les lampes éclaireront sans huile. Et c'est effectivement ce que permettra le charbon. Il actionnera tout un tas de machines à vapeur, du train au bateau. Il permettra de s'éclairer et de se chauffer, de cuisiner. Il fera tourner des tas d'usines et sera même utilisé dans la fabrication de médicaments ou encore de papier. L'industrialisation de son extraction, telle qu'elle fut pratiquée ici à Arambert par exemple, a changé la face du monde. Elle a participé au fait que vous soyez là, aujourd'hui, à m'écouter devant cet écran qui n'a pour vous plus rien d'extraordinaire. Mais quand on y pense, c'est un peu magique. Or, l'on n'a rien sans rien, parce que quand on use de la magie, il y a toujours un prix à payer. Nous voilà au fond de la mine. Ça en a tout l'air, hein ? En fait, nous sommes dans un décor. Tout ici est faux. Les murs ne sont pas en pierre, et même ces wagons, ces berlines, qui ressemblent à celles qui étaient utilisées au début de l'exploitation du site, sont des répliques. Ce décor a été conçu pour le tournage du film Germinal de Claude Berry, sorti en 1993. Le site d'Arambert était déjà fermé, et surtout, il n'avait plus rien à voir avec l'époque à laquelle se déroule le film, tiré du roman d'Émile Zola, et se passant à la fin du XIXe siècle. Il a donc fallu reconstituer un tunnel de mine tel qu'il était à l'époque. Et puis, les acteurs, tout comme moi, n'aurions jamais pu tourner dans une véritable mine, à des centaines de mètres sous terre. Ah, rien que d'y penser, j'en ai les ailes de coccinelle qui frémissent. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos mineurs. C'est dans ce type d'environnement qu'ils ont dû travailler. Des galeries étroites, sombres, chaudes et humides. La chaleur, la poussière. Les conditions de travail ont beaucoup évolué durant les presque 90 années d'exploitation du site, mais il a toujours fait très chaud et sombre dans les mines. Travailler toute la journée dans l'obscurité, la poussière, et par au moins 40 degrés, était le quotidien des mineurs. Ici, à Arambert, les mineurs ont d'abord creusé le sol sur une centaine de mètres de profondeur, puis un tunnel parallèle au sol. Au début, ils n'avaient d'autre moyen de s'extraire de là en cas de problème que de rebrousser chemin. Autant vous dire qu'il valait mieux que le tunnel ne s'effondre pas derrière eux. Or, le tunnel, comme vous le voyez, était maintenu par ce simple boisage. Du sapin. En effet, du sapin. Pourquoi ? Parce qu'il craquait de façon suffisamment audible pour que les mineurs soient alertés du moindre mouvement de la terre. Ils pouvaient ainsi éviter les effondrements en renforçant la structure. Ou se sauver, s'il le fallait. Sans quoi ils risquaient ni plus ni moins que de finir enterrés vivants. Quand je vous disais que les fantômes n'avaient rien d'effrayant. En comparaison, la réalité l'est bien davantage. D'autant plus que le risque d'éboulement n'était pas le seul danger auquel les mineurs devaient faire face. Vous avez peur des fantômes ? Ce n'est rien, à côté du grisou. Il est dans l'air. Suivons les murmures par là. Les mineurs ont vite découvert que d'autres dangers les attendaient au fond de la mine et que certains étaient invisibles. Le grisou est le plus connu d'entre eux. C'était un gaz plus léger que l'air, incolore et inodore, inflammable et potentiellement mortel. Dans les premiers temps de l'exploitation minière, il a donc fallu faire preuve d'ingéniosité pour se prémunir de ce danger. Les oiseaux, les cages à oiseaux. Sans appareil capable de mesurer la présence de ce gaz dans l'air, les mineurs avaient l'habitude d'emmener avec eux un canari dans la mine, une pratique qui peut nous sembler barbare aujourd'hui, mais qui a sauvé la vie de bien des ouvriers des tréfonds de la terre. En effet, le canari est un oiseau chanteur. Si l'oiseau cessait de chanter, le mineur était alerté d'un danger potentiel. En vérifiant la cage, il pouvait voir si l'oiseau était évanoui ou mort. Auquel cas, mieux valait évacuer rapidement, car il existait un risque d'intoxication potentiellement mortelle, mais également un risque de coup de grisou, autrement dit d'explosion, en cas d'exposition du grisou à une flamme ou à la moindre étincelle.
Heureusement, au fil du temps, la pratique de l'utilisation d'un canari a disparu, car d'autres outils sont apparus. À terme, le grisou a même pu être utilisé comme source d'énergie pour la chaufferie. Mais, je vous l'ai dit, le grisou pouvait exploser s'il entrait au contact de la moindre étincelle. Or, nous l'avons vu, les mineurs avaient besoin de 2 choses primordiales pour travailler dans ces galeries. La première était de l'air, quant à la seconde, la lumière. Après être passés par la salle des pendus et avoir enfilé leur bleu de travail, ou au contraire avant d'aller se changer pour rentrer chez eux, les mineurs passaient par cet endroit, la lampisterie. Ils y pointaient en déposant un jeton, appelé taillette, sur lequel était écrit leur numéro d'identification, indiquant qu'ils avaient bien pris leur poste et récupéré également leur lampe, la lumière de leur journée. Leur flamme était magique. Oui, ces lampes de sécurité étaient spéciales, car en plus d'éclairer, elles permettaient aux mineurs de détecter la présence de grisou, sans que celui-ci ne puisse exploser en présence de sa flamme. Au contraire, cette flamme changeait de couleur en fonction de la présence ou non de ce gaz dans l'air. Les mineurs continuèrent à accorder toute leur confiance à cette lampe à flamme jusqu'à la fermeture de la mine, et même après l'invention d'appareils plus sophistiqués. Cela en fait encore aujourd'hui l'un des outils les plus représentatifs des mineurs. Grâce au pointage et à la distribution des lampes, qui étaient aussi entretenues entre 2 prises de poste des mineurs, le préposé et le lampiste savaient ainsi toujours quel mineur était au fond et lequel n'y était pas. En cas de problème, cela était indispensable, car des centaines de mineurs se succédaient pour faire tourner l'exploitation jour et nuit. Des femmes et des enfants. Larouille a raison. Nous parlons des mineurs depuis tout à l'heure, mais il n'y avait pas que des hommes qui travaillaient ici. Des femmes, mais aussi des enfants ont longtemps occupé divers emplois entre ces murs, et même au fond. Les femmes étaient surnommées les caffus. Les enfants, eux, étaient les galibots. Si au fil du temps, le travail des enfants a peu à peu été interdit, au début, leur petite taille était bien utile dans les tunnels exigus. Les femmes ont, elles, été peu à peu reléguées au triage, remplacées au fond par les chevaux, puis par des machines. À la fin de l'exploitation du site d'Arambert et des autres, la quasi-totalité des personnes travaillant dans les mines étaient des hommes, mais il n'était pas rare qu'ils aient débuté leur carrière à 16, 15, voire 14 ans. Être mineur de fond était plus qu'un métier. C'était une existence entière dédiée à la mine. Il faut dire que les gens d'ici n'étaient pas animés par des rouages ordinaires. Encore aujourd'hui, ici, le temps danse au rythme des cœurs, comme des horloges qui inventent leur propre rythme et chantent le temps plus qu'elles ne le mesurent. C'est sans doute ce qui m'a donné envie de me poser ici. La résilience des gens d'ici et la solidarité qui les lie, héritée de leur passé industriel où ces qualités étaient indispensables. Chers explorateurs, un dernier acte avant de vous quitter pour cette fois. Dans la salle des pas perdus. Nous voilà dans la salle des pas perdus. Encore un drôle de nom, n'est-ce pas? Les mineurs se croisaient ici, généralement pour fumer une dernière cigarette avant de descendre au fond, où cela était évidemment strictement interdit. Ils discutaient, profitaient une dernière fois de la lumière du jour avant de devoir passer le reste de la journée dans le noir, la saleté, le danger. Ils parlaient de leurs oiseaux. En dehors du travail, beaucoup de mineurs étaient colombophiles. Ils élevaient des pigeons et prenaient plaisir à les voir voler. Cela compensait un peu le fait de devoir passer la grande partie de leur temps sous terre. Les gueules noires se rêvaient Icare. Dans cette ancienne mine, nous avons croisé magie et poésie, entremêlées d'une mélancolie palpable, car ces édifices, jadis bastions du travail acharné, portent les cicatrices d'une époque où le labeur se mêlait souvent au malheur. Les piliers métalliques, aujourd'hui pour beaucoup silencieux, murmurent l'histoire dématérialisée des ouvriers et ouvrières qui trimèrent ici comme des damnés. L'écho de leur existence nous parvient encore par bribes lorsque nous tendons l'oreille, comme vous avez bien voulu le faire aujourd'hui. Et il y aurait encore tant à entendre. J'ai encore tant de choses à raconter. C'est à vous, ancêtres de demain, que je confie la tâche de préserver ces souvenirs. Que le doux murmure de la rouille vous accompagne. Gravez cette histoire dans votre cœur et soyez les gardiens de cet héritage. Que cette visite soit un hommage à celles et ceux qui ont travaillé ici. Et vous, puissiez-vous devenir les architectes du futur, en transmettant à votre tour cette histoire aux générations à venir.
Ainsi se termine notre périple, dans la promesse que chaque pas que vous ferez devienne une empreinte dans la grande toile du temps. C'est une bonne chose que nous nous quittions ici, dans la salle des pas perdus, car c'est exactement ce que les histoires que vous avez entendues aujourd'hui seront désormais. Elles ne seront pas perdues. Après tout, les histoires sont là où vont les souvenirs lorsqu'on les oublie. Mais ceci n'est qu'un au revoir. Alors si nos chemins devaient se croiser à nouveau, vous savez maintenant quoi faire. Suivez la coccinelle.